Bienvenue au podcast Entwiva, là où vous trouverez un heureux mélange entre le monde des affaires, la science et le bien-être. Leaders, entrepreneurs, scientifiques, chercheurs et professionnels de la santé et du bien-être se succéderont pour vous partager leurs secrets et leurs connaissances sur le fonctionnement du cerveau et ils vous livreront leurs meilleurs conseils pour conjuguer performance et équilibre de vie. Mon nom est Vanessa Deschaines et je vous invite, sans plus tarder, à rencontrer mon invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Entwiva. Encore aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'avoir une discussion avec mon invité du jour. C'est une personne que je connais pas personnellement, mais veut pas quand on œuvre dans le domaine du bien-être. À un moment donné, il y a des noms qu'on voit. Donc, mon invité du jour est quelqu'un qui est dans le domaine depuis, je dirais, pas mal plus longtemps que moi. On a plusieurs intérêts communs. Les deux, on est professeurs de yoga, méditation. Je pense que les deux, on est passionnés du fonctionnement du cerveau. Donc, ça risque d'être très intéressant comme discussion. Donc, j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Scott Simon. Scott, bonjour. Bonjour Vanessa, merci de l'invitation. Bien, merci à toi d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui, Scott. Même si tu es bien connu, on va se le dire, là, dans le domaine du bien-être, du mieux-être, c'est peut-être pas tout le monde qui te connaît. Donc, pourrais-tu un peu nous parler de toi? En fait, je serais curieuse de savoir comment tu en es venu à œuvrer dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a eu un événement, un élément déclencheur? Puis nous parler un peu de qu'est-ce que tu as bâti à travers les années. Tu te définis comme un écopreneur, un entrepreneur. Donc voilà, je te laisse aller. Oui, merci. En fait, ça a tout commencé avec une rencontre que j'ai faite avec mon mentor à l'âge de 19 ans, Steve Sims. Je l'ai connu en toute transparence dans un centre de désintox entre 19 et 20 ans, l'été que j'ai eu 20 ans. J'ai passé 3 mois dans le bois à La Tuque, en nature, sur un lac, pas d'électricité avec d'autres jeunes. C'était la première fois que je passais autant de temps en nature. Donc déjà ça a été la première rencontre vraiment de passer autant de temps en nature. La nature guérit naturellement. Ensuite, Steve, qui était c'est un homme spirituel, un homme religieux, basé sur la méditation, yoga, nutrition à base de plantes. Il était très avant-gardiste. Et puis, c'est lui qui m'a inspiré vraiment à voir plus large que juste la santé physique. J'ai toujours été dans les sports, assez athlète, mais pas vraiment les autres aspects spirituels, respiration, mindset, développement personnel. Carl Jung, Joseph Campbell, Hero's Journey, tous ces archétypes du guerrier, tout ça. Et puis, avec lui, en 2004, on a cofondé un centre communautaire Mieux-être dans le sud-ouest de Montréal qui s'appelait le Centre Padua. C'est là que je suis allé un peu plus profondément dans tout ce qui était yoga. C'était mes premiers cours de yoga que j'ai pris à ce moment-là. Ça, c'était en 2004, donc ça fait 20 ans déjà. Mes premiers cours de méditation, de tai chi, de qigong, le translator du Dalai Lama il est venu aussi. Donc, j'ai vraiment tous les aspects de interreligion, la différence entre spiritualité et religion aussi. J'ai commencé à lire beaucoup plus sur comment me développer. J'étais pas mal un jeune qui aimait beaucoup faire le party, puis aimait les sports, mais très paresseux. J'avais pas vraiment de direction. Puis Steve, il a vraiment installé un étincelle à l'intérieur de moi. Puis je le savais pas mal quand j'ai rencontré Steve que ma mission, ça allait être d'inspirer la santé. Donc, à travers ce centre-là, on voulait aider les jeunes aussi. Puis, c'était dans la petite Bourgogne, qui était un ghetto à ce moment-là, avec la plus grande concentration d'HLM en Amérique du Nord. C'était très black, une communauté avec beaucoup de violence, beaucoup de gangs, beaucoup de prostitution, de vente de drogue. Et on a parti un projet qui s'appelle DESTA Black Youth Network. En 2006, on a reçu 250 000 de Ressources humaines Canada pour partir le projet, avec des jeunes qui sortent de prostitution, vente de drogue, prison, puis on les aide avec éducation, employabilité, entrepreneurship et la santé mieux-être, évidemment. Et cette même année-là, j'ai parti Organique Santé Corporative pour amener la santé mieux-être en entreprise, où est-ce que, d'après moi, il y a une épidémie de stress, d'anxiété, de déconnexion à la santé, burn-out, même jusqu'à suicide. Tu sais, je pense qu'il faut être de plus en plus transparent avec ça. Parce que la santé, une des raisons, la santé n'est pas accessible en milieu de travail.
sur les 40 à 60 heures que les gens ils travaillent par semaine, sur les 168 heures. Si on n'investit pas une minute dans notre santé, c'est sûr qu'on ne va pas être en santé optimale. Ensuite, à travers tout ça, prof de yoga, méditation, conférencier, surtout mindset, respiration consciente, breath management, brain management, comment gérer le cerveau, le système nerveux à travers la respiration. Et en 2018, j'ai parti le Be Human Club pour un peu une solution proactive à... Je trouvais que l'humanité, c'était un échec en ce moment, collectif à ce moment-là. Puis encore, à ce jour, je crois, on pouvait faire beaucoup mieux en termes d'humanité, d'interdépendance, de connexion. Pourquoi qu'on a une épidémie, une pandémie, justement, de malsanté, même de guerre, quand on a tout ce qu'il faut pour être vraiment en santé, rempli de joie. Donc, Be Human Club, j'ai mis sur des t-shirts comme ça, Be Human, Be Love, Be Joy. Les gens me disaient, c'est quoi Be Human? Je disais exactement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi notre définition de l'humanité qui transcende un peu les réactions en ce moment qui mènent beaucoup de nos systèmes. Donc, vraiment créer un dialogue, une conversation qui transcende les circuits primitifs du cerveau qui sont souvent en mode combat freeze, donc quelque chose de plus intelligent, on pourrait dire, de plus profond aussi. Puis, je dirais à travers ça, c'est ma mission encore à ce jour, 20 ans plus tard, c'est d'inspirer une pratique santé mieux-être au quotidien. Puis c'est ça qui guide mon quotidien, tant ma pratique personnelle que inspirer les gens autour de moi à un peu reprendre la maîtrise sur leur santé et leur potentiel. Mm-hmm. C'est un très beau parcours. Tu dis 20 ans plus tard, toujours la même mission. Qu'est-ce qui fait justement que cette mission-là est toujours aussi vivante? Tu sais, parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont une mission, puis c'est correct, en cours de route, elle change, elle évolue, ou des fois, ça devient quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, pour toi, c'est vivant, cette mission-là? Je crois parce que je vois dans beaucoup de systèmes qui sont archaïques puis qui sont malades, parce que l'être humain n'est pas dans l'équation, que ce soit le système capitaliste ou le système corporatif, que ça fait 200 ans, c'est très industriel, puis je pense que ces systèmes-là, en 2024, sont tout simplement plus au service de l'humanité. Je suis allé dans le Grand Nord avec les Inuits aussi, j'ai vu qu'est-ce qu'on a fait avec cette population-là dans le Grand Nord. J'ai aidé la population noire aussi, j'ai vu le racisme qu'on a. Donc, c'est des systèmes qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de support, beaucoup de connexion, de communauté, d'action, de proaction. Puis je pense qu'il n'y a pas nécessairement une fin à ça, que ça soit autant collectif, communautaire. Puis moi aussi, mon exploration à travers ma santé, que j'ai passé par la dépendance, évidemment, santé des intox, mais aussi burn-out, dépression. Donc, la santé mentale, c'est quelque chose, ça a été un challenge chez moi. Donc, que je sois en train d'explorer à l'intérieur de moi, on disait que c'est à l'infini, cette quête-là de la santé optimale, on pourrait dire, sans aller trop vers la performance, mais tout simplement avoir une vie qui est en cohérence avec qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, puis qu'est-ce que je fais. Autant que quand j'apporte ça dans des systèmes, surtout corporatifs, quand je vois les missions d'entreprise, les visions, est-ce que l'être humain est dans l'équation, de rendre ça très cohérent aussi. Je crois que c'est un but, un objectif, une vision de vie. Là. Je ne pense pas que je vais avoir la fin dans ma vie. Donc, je pense que c'est ça qui garde cette feu intérieur. Parce que pour retourner constamment dans des systèmes archaïques comme ça, puis d'inspirer les gens, puis de rester inspiré, ça prend vraiment une passion qui transcende ma personne à moi. Oui, effectivement. Tu disais pas nécessairement aller dans l'extrême performance. Justement, est-ce que des fois, il y a des gens qui te voient comme comme un extrémiste dans le volet du bien-être? Ben, j'imagine que oui. Puis même c'est confirmé souvent. Il y a beaucoup de gens qui me voient comme étant, peut-être c'est ma présence sur les réseaux sociaux, comme étant peut-être rigide. Sergeant Scott, très discipliné. On doit se lever tôt. Donc, je pense qu'il y a ça qui est comme image. Par contre, j'ai un côté très aussi
J'adore célébrer, avoir du fun, une grande douceur aussi, surtout chez les autres. Chez moi, j'ai connu beaucoup de violence interne. J'ai une voix à l'intérieur de moi qui me juge énormément, qui veut me garder inférieur, qui veut pas de succès, on dirait, puis qui voit des échecs juste partout autour de moi. Cette voix-là est très forte chez moi. J'ai d'autres voix qui sont très positives, mais cette voix-là, j'ai quand même laissé beaucoup d'espace. Par contre, pourquoi j'ai aussi autant cette présence peut-être de Sergeant Scott, c'est que 95% des gens en Amérique du Nord font pas 30 minutes d'exercice par jour, 50% font 0 minutes. On a une pandémie de mal-santé, de dépression, de burn-out, comme j'ai dit tantôt. Puis quand les gens, individuellement ou collectivement ou de façon communautaire ou corporative ou peu importe c'est quoi le système, si on veut reprendre notre santé en main, les premiers mois, la résistance, la friction, les excuses, c'est tout ça qui est contre nous, de sortir de notre zone de confort, c'est extrêmement difficile. Surtout en ce moment, on est vraiment conditionné. C'est incroyable comment que tous les réseaux sociaux, Uber Eats, Amazon, de rester dans notre zone de confort, ça n'a jamais été aussi facile. Puis en fait, de rester dans notre zone de confort en 2024, c'est plus risqué que de sortir de notre zone de confort. Les solutions sont en dehors de notre zone de confort, elles ne sont pas dans notre zone de confort. Par contre, de sortir de là, surtout les premiers mois, 3 mois, 6 mois, ça prend une discipline de faire, d'après moi. C'est pas que ça va pas être le fun ou on va pas triper, mais c'est sûr que de se lever tôt, puis de pratiquer quotidiennement, puis d'aller au gym, au yoga, méditation, peu importe c'est quoi. Surtout, il y a beaucoup de monde qui sont isolés. Si on veut le faire tout seul, on essaie de le faire tout seul. Je ne vous le conseille pas, mais si on veut sortir dans notre zone de confort, ça prend une pratique au quotidien. Il faut prendre ça vraiment au sérieux, quand même un aspect sérieux de ça. Sinon, on va pas arriver, on va retomber. Oui, puis quand on comprend aussi le fonctionnement du cerveau, puis tout le principe de neuroplasticité, les chemins neuronaux, notre circuit primitif, ça fait du sens aussi, ce volet-là de la discipline, parce que moi, j'aime souvent prendre l'analogie d'une autoroute versus un chemin de terre. Ben, nos vieilles habitudes, c'est l'autoroute. Je veux dire, c'est facile, ça va vite, il y a plein de voies, on y va de façon automatique. Fait que si je suis face à une autoroute ou un petit chemin de terre, ben, je vais prendre l'autoroute, ça va être plus facile, plus rapide. Fait que c'est un peu ça aussi quand on change nos habitudes, c'est qu'au début, OK, on s'en va dans le chemin de terre, ça nous tente pas trop, mais à force de passer dans le chemin de terre, éventuellement, il va être asphalté, puis le chemin asphalté va devenir une autoroute. Et ça, effectivement, ça demande une discipline et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne pour faire ces fameux nouveaux chemins neuronaux-là. Là. Donc, ouais, ça prend beaucoup de répétitions. Au début, de faire une pratique une fois par semaine pendant 20 semaines, c'est correct, mais de faire 10 pratiques par semaine, même si c'est des 5 minutes, 10 minutes, parce qu'au début, c'est pas nécessairement la qualité ni la quantité de la pratique qui est important. Oui, c'est quand même, mais c'est de faire la pratique, surtout les journées que ça ne nous tente pas, surtout quand les excuses sont là, la procrastination, on veut snoozer, on veut remettre à demain. C'est là le moment vraiment important de prendre action, que ce soit faire 10 push-ups ou aller courir un 5 km, peu importe c'est quoi la pratique, de prendre action. Là, tu es en train de nourrir la proaction, tu es en train de nourrir la meilleure version de toi et non cette ancienne version de toi qui est juste plus au service de ta santé. Oui, exactement. Fait que comment se mettre en mouvement, puis j'aime ça parce que je suis une nouvelle certification en ce moment encore en coaching holistique. C'est un peu ça, tu sais, c'est dire comment planifier tes actions, tes activités, effectivement, pour les journées où ça te tente pas. En anglais, on parle comme du minimal viable. En tout cas, je me souviens plus du terme, mais justement, qu'est-ce que tu peux faire au minimum pour te permettre quand même de faire ta pratique? Puis c'est méditer, ben 1 minute de méditation, c'est assez, mais au moins fais-le, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Moi, quand je coach les gens, je parle du MVP. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais moi, c'est c'est pas most valuable player. Moi, c'est minimal viable practice. exact. C'est quoi ta pratique minimale viable? Des Ouais. journées que ça te tente d'aller au gym, méditer, aller marcher ou peu importe, ou faire le cours de yoga, mais les journées que ça te tente pas, puis 11 heures le soir, tu es fatigué, tu es stressé ou peu importe c'est quoi, ça te tente pas de faire la pratique d'une demi-heure de temps, mais trouve ton MVP. C'est 3 respirations, 5 minutes de cohérence cardiaque, 10 jumping jacks, peu importe c'est quoi,
Puis là, ben, tu as ajouté de la santé à cette journée-là. Tu n'as pas sauté une journée. Dès que tu sautes une journée, tu viens de couper le momentum de je ne sais pas combien de pourcents, 20, 30%, on pourrait dire. Sauter 2 journées, sauter 3 journées, c'est fini. Il va falloir recommencer. Donc, si on a notre MVP dans notre poche arrière, une pratique super accessible, simple, efficace, on n'a pas besoin d'équipement, pas besoin d'un partner, pas besoin de sortir de chez nous, on peut le faire sur une île déserte, on pourrait dire n'importe où sur la planète. C'est là que ça sauve un peu notre momentum parce que les streaks, le momentum, c'est incroyablement important, surtout dans les premiers mois. Mm-hmm. Je sais que tu parles, j'allais dire souvent, je ne sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, je t'ai entendu parler de temps à autre du 5 Second Rules de Mel Robbins. Ouais. Peux-tu justement nous partager qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut nous aider justement à passer à l'action? J'ai eu beaucoup de game changers dans ma vie avec des philosophies, des techniques, des stratégies, peu importe. Mais le 5 Second Rule, je crois que c'est celle-là qui m'a peut-être aidé à sortir de, je ne sais plus combien, 3 ou 4 dépressions maintenant que j'ai fait. Puis le 5 Second Rule, c'est on doit prendre action en dedans de 5 secondes de temps. Donc, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Si on attend plus que 5 secondes de temps, la résistance qu'on parlait tantôt, les circuits primitifs, combat, freeze, les 1500 excuses pour rester dans le lit ou snoozer ou le faire demain vont embarquer. Par contre, si on prend action dans de 5 secondes de temps, cette voie-là ne va pas embarquer. Puis au lieu d'embarquer dans la réaction puis les pièges du mental, on va tranquillement nourrir la proaction. Donc, exemple, moi, je me lève tôt le matin, je me lève à 5, 5 et demi. Je le vois les matins que c'est comme 5, 4, OK, get up, Scotty, get up. Si je ne me lève pas dans 5 secondes de temps, c'est incroyable la créativité que j'ai à l'intérieur de moi pour rester dans le lit. Tu sais, il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est un mardi, tu t'es entraîné hier, il y a trop de lumière, pas assez de lumière, c'est toujours une bonne raison. Par contre, si je me lève en dans 5 secondes de temps, j'ai nourri la proaction, puis on dirait que les premiers 5 secondes de temps dans ta journée, pour pas être trop extrême, là, mais les premiers 5 secondes de temps pour la journée vont un peu se traduire dans le reste de ta journée. Si je suis proactif dans ces 5 secondes-là, c'est super facile pour moi d'être proactif pour le reste de ma journée. Si je snooze à partir des premiers 5 secondes ou 1 minute ou minute de ma journée, on dit que c'est plus facile de snoozer sur le recyclage, le compost, la vaisselle, d'envoyer le courriel, aller au gym. Si je suis proactif, le reste de ma journée est proactive. Donc, surtout pour se lever le matin, pour moi, c'est pas nécessairement quand on se lève le matin, c'est comment on se lève le matin. Puis pour moi, c'est les 5 premières secondes. T'sais, évidemment, le dimanche, le week-end ou peu importe quelque chose, mais si on est en mode proaction, puis on doit, en mode, pas de performance, mais en mode, on a des choses à faire, les 5 premières secondes de ta journée sont super importantes. Oui, puis en anglais, on dit you set the tone. Fait que c'est comme si ça met la table pour le reste de la journée, effectivement. Je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que ça démontre que ben, t'es comme tout le monde, je veux dire, dans ce sens où, tu sais, ça t'arrive toi aussi les matins que ça te tente peut-être pas. Donc, c'est pas parce que on a intégré ça dans notre vie qu'on n'a plus justement ces petites voix-là de dire oh, tu peux faire ça plus tard, etc. Fait qu'un truc intéressant. Ouais, je veux pas que ça décourage les gens, mais 20 ans plus tard, la petite voix est toujours là. Puis moi aussi, je regarde un peu mes héros, les gens que je regarde, que je trouve qui sont incroyables. Puis quand je les entends le dire aussi, eux, je pense que ça fait vraiment partie de l'être humain. Avant qu'on puisse dresser ces circuits primitifs-là, c'est là depuis des milliers d'années. Puis pendant des milliers d'années, ça nous protégeait, ça nous gardait dans une zone de confort, dans notre grotte. C'était important de rester dans notre grotte, mais là, je ne sais pas pour toi, Vanessa, mais je ne pense pas que tu habites dans une grotte. Là, c'est vraiment en 2024, on doit sortir de nos grottes, de nos zones de confort. Donc, pour moi, je suis peut-être un des gars, si je nourris cette voie-là, hyper paresseux, j'adore rester dans mon lit, repousser à demain. Par contre, la pratique va peut-être être plus difficile de faire des fois, mais le reste de ma vie devient plus simple. Il y a plus de fluidité. Je ne veux pas dire plus facile parce que je suis toujours en train d'évoluer, on pourrait dire, mais je retrouve plus de joie, d'enthousiasme, de paix intérieure quand je fais ma pratique. Donc là, je le sais maintenant. La petite voix
c'est comme un petit chihuahua à l'intérieur de moi qui fait juste japper. C'est assez simple à dresser, cette voix-là. Tu sais, les stratégies sont quand même très primitives, on pourrait dire. Puis des fois, je tombe dans le piège. Mais quand je vois qu'elle jappe un peu, c'est comme sit, heal, I'm the master. Je prends une respiration consciente pour amener dans le moment présent, le pouvoir du moment présent, de ne pas nourrir cette voix-là, parce que je sais à quel point que cette voix-là peut être puissante aussi. Mais je reprends ma force, puis j'avance dans la direction de ma mission puis mes projets. Fait que t'es chanceux, toi, t'as juste un chihuahua. Il y en a qui ont des gros Doberman, berger allemand. Mais c'est ça que je pensais. Moi, je l'appelais le mean mother effer, là, pas pour le dire, là, la voix à l'intérieur de moi. Je croyais que c'était un monstre jusqu'à temps que je me rends compte à travers mes pratiques au quotidien, la respiration, que c'était vraiment juste. Puis même à travers la thérapie, je me suis rendu compte que c'était juste un petit jeune, le petit Scott qui voulait juste une colle. T'sais. Moi, je me battais contre cette voix-là, un peu mon énergie yang. Je suis vraiment un fighter. Quand c'était vraiment l'opposé qui allait me sortir un peu de ce piège-là, c'est d'être plus doux à l'écoute de cette voix-là. Oui, je te comprends, voix de résistance. Tu m'as supporté pendant des milliers d'années. Maintenant, c'est moi le maître en 2024. Tu es mon serviteur, mais tu n'es plus le leader. C'est plus toi qui mène ma vie. Merci. Parce que des fois, quand le chien jappe, quand tu as un chien qui est bien dressé, un chihuahua qui est bien dressé, des fois, quand mon chien jappe maintenant à l'intérieur, j'écoute. Je dis, pourquoi? Parce que c'est plus juste pour des conneries. C'est des fois, on a raison d'écouter aussi notre ego ou les circuits primitifs sont encore à notre service, mais beaucoup moins qu'il y a 10 000 années. Oui, tout à fait. Bien, le but à la base, c'est pour nous protéger, hein, comme tu l'as dit, pour notre instinct de survie. Mais bon, c'est que ces circuits-là qui datent de plusieurs milliers d'années n'ont pas évolué, continuent encore. Donc, les menaces qu'on avait, Sonia Lupien nous parle souvent du fameux mammouth ou du tigre à dents de sabre. Il n'existe plus, mais on voit encore justement ces sorties de zone de confort-là comme des mammouths ou des tigres. Donc, puis je trouve ça, en anglais, on dit empowering. Je trouve qu'en français, on n'a pas nécessairement un terme qui est aussi fort. Mais encore une fois, je trouve ça nous permet de prendre action, tu sais, de prendre cette décision-là. Donc, c'est intéressant. Scott, je veux pas nécessairement à toi de voir où tu veux aller par rapport à ça, mais je peux pas passer à côté du fait que tu as mentionné que tu avais vécu, certaines dépressions, burn-out et tout ça. Les gens qui suivent le podcast savent que moi, j'ai vécu un épuisement professionnel il y a 10 ans. En quoi, justement, l'inclusion de ces pratiques-là dans ton quotidien, que ce soit la respiration, yoga, méditation, peu importe, en quoi, justement, ça t'a aidé au niveau de ta santé mentale? Ben, ils m'ont plus qu'à aider. Je ne serais pas ici sans ces pratiques-là, ça c'est certain. Puis en fait, c'est drôle parce que c'est peut-être contradictoire. Ces pratiques-là m'ont peut-être même amené en dépression, burn-out, puis ça fait bizarre à dire. Parce que des fois, quand on s'en va dans des pratiques de yoga, les yogas, pour moi, la méditation, vont amener la vérité, vraiment dans ta face. Puis des fois, c'est des vérités qu'on ne veut pas regarder, qui ne font pas de sens. Puis on doit prendre des décisions, des fois, sur des gut feelings qui ne sont pas rationnels, que même les gens autour de nous, notre famille, nos amis ne comprennent pas, même nous, on ne comprend pas. Puis quand on prend ces décisions-là, les premiers mois, même les premières années, des fois, on ne trouve pas nécessairement les réponses. Puis ça peut nous amener dans le doute, l'ambivalence, des peurs, des anxiétés, des stress chroniques. Puis, donc, autant qu'ils peuvent nous sortir de là, mais je pense que ça fait un peu partie du hero's journey, d'aller dans la noirceur pour trouver quelque chose dans cette forêt-là de noirceur que personne n'est allé. C'est juste nous qui pouvons aller chercher nous-mêmes cet apprentissage-là unique, puis ensuite le ramener dans la société, on pourrait dire. Donc, autant que ces pratiques-là m'ont amené dans la noirceur, autant qu'ils m'ont aidé éventuellement à me sortir à travers les pratiques profondes. Puis comment je m'en sortais, c'était de vraiment prendre la pratique au sérieux, de faire le yoga quotidiennement, de ne pas sauter de journée, de faire la méditation, de bien manger. Parce que si je voulais une vie qui était en cohérence, donc j'avais une vie qui était peut-être un peu plus en incohérence, si je voulais une vie en cohérence,
il fallait que pas toutes les actions, ça être trop rigide, mais beaucoup des actions que je prenais quotidiennement soient alignées avec ce que je pensais, qu'est-ce que je disais, puis qu'est-ce que je faisais. Puis qui étaient alignées aussi, dans mon cas, qui était bien, un peu à mon North Star, qui était ma mission d'inspirer la santé mieux-être au quotidien, d'inspirer la pratique. Donc, autant l'inspirer, moi, j'inspirais ma pratique au quotidien, puis en pratiquant quotidiennement, j'inspire les autres à le faire. Dans ma présence, je pense qu'on le sent que j'ai une pratique au quotidien. On sent une certaine discipline, tu sais, puis que je crois qu'il inspire les gens à le faire. Tu sais. Mais with caution, tu sais, c'est pas nécessairement plus facile la vie d'éveil ou de conscience. C'est juste, c'est plus authentique, puis c'est plus enraciné. Puis il y a un côté radical aussi, mais radical vient de radier. Radical, ça veut dire enraciné. De plus en plus qu'on pratique, de plus en plus qu'on suit notre mission, de plus en plus qu'on se sent enraciné. Puis comme ils disent en yoga, tu sais, root down to rise up. The more you root down, the more you'll rise up. Puis c'est là, quand on commence à rise up, qu'on commence à voir la vie d'une autre manière, on commence à trouver d'autres projets, on commence à voir peut-être les problèmes, puis on trouve des solutions, puis on a un autre lens, on life. Tu sais. Oui, justement, tu vis ça comment? Puis là, c'est plus une question personnelle des fois. Est-ce que tu as l'impression des fois d'être à contre-courant avec d'autres mouvements de la société? Il y a des gens qui disent des fois, ben moi, mon cercle d'amis a changé, par exemple. Comment tu vis ça ou tu as vécu ça, toi? C'est sûr qu'en 2004, d'apprendre un peu à sa famille qu'on commence un centre communautaire spirituel basé sur le yoga, la méditation, dans une église. Je viens pas d'une famille nécessairement très religieuse. Mon père il est très religieux, mais c'était pas une pratique qu'on faisait familiale. J'ai une famille très business aussi, donc de prendre une autre direction un peu basée sur l'écopreneurship. Tu as parlé d'écopreneur. Tantôt, écopreneur, c'est profit at the service of people, purpose, planet. Donc, vraiment le profit qui est au service d'eux et non l'opposé. Puis moi, Steve, il a vraiment inculqué ça en moi. C'est un homme de service, au service des autres. Toute sa vie a été au service des autres. Pour lui, tu sais, c'était une valeur profonde. Donc, dès 2004, j'étais au service. Puis, c'est pas nécessairement que ma famille, je pense qu'ils ne me comprenaient pas nécessairement, mais ils m'aiment tellement beaucoup. Puis j'ai tellement des bons amitiés autour de moi. Je pense que c'était difficile pour eux, par contre, de voir comment c'était difficile de partir des projets en 2004-2006, basés sur la conscience, sur la spiritualité, amener la santé mieux-être en entreprise en 2006. J'étais un peu pionnier ou avant-gardiste. Donc, ça venait avec beaucoup de friction, beaucoup de questionnements, pas beaucoup d'argent non plus. Puis dans notre société, l'argent, c'est quand même une source d'énergie. Donc, j'ai un peu souffert de ne pas avoir les ventes que je pensais avoir, puis on commence à se comparer aux gens autour de nous. C'est certain que ça m'a rendu plus fort, mais j'ai un mental qui se compare beaucoup aux autres. Puis d'être autant pionnier, pour moi, je pense que c'était une des sources de ma santé mentale aussi. Je pense que ça ne m'a pas aidé. Cette friction-là, des fois, j'ai trouvé difficile à vivre avec, même si j'avais les pratiques et tout. C'est ça qui m'a mené des fois à prendre des médicaments, même dans ma vie. Puis j'en parle de façon transparente maintenant, surtout depuis COVID. Donc, ça a été un choix pour moi qui était difficile d'aller vers cette solution-là pour quelqu'un qui était tellement en santé mieux-être. Mais les fois que je les ai pris, ça m'a quand même beaucoup aidé. Je ne serais pas ici non plus, je pense, si je n'avais pas pris ces choix-là. Donc, j'ai quand même perdu des gens autour de moi. Par contre, ça confirme aussi notre mission parce qu'on rencontre sur notre cheminement des gens incroyables qui devient un peu notre spirit team qui nous encourage à travers notre mission puis nos projets. Puis je ne serais pas ici non plus si je n'avais pas mon starting five de gens exceptionnels autour de moi qui m'encouragent dans tout ce que je fais. Puis eux aussi ont une pratique au quotidien puis ils font des projets similaires aux miens. Puis tu as mentionné justement cette mission-là d'être au service. Je pense que le Be Human Club, c'est entre autres ce volet-là. Peux-tu nous en parler davantage? C'est quoi justement? Puis comment tu amènes ta mission d'être au service à travers tout ça?
Ouais, donc, tu sais, à travers mes aventures de santé mieux-être, de noirceur, de dépression, tout ça, même les médicaments, tu sais, toutes des choses que j'ai essayées qui m'ont aidé beaucoup. Puis un des facteurs que je faisais pas bien à travers tout ça, c'était que la communauté, la connexion, je m'isolais beaucoup. Tu sais, je peux parler des hommes, je pense, même les stats, ils disent, les hommes, ils s'isolent beaucoup quand ils ont des problèmes de santé mentale. On regarde les statistiques de suicide aussi chez l'homme, on ne parle pas beaucoup. Hmm. Puis je trouve que c'était quelque chose qui manquait un peu un effet secondaire des systèmes qu'on est dedans, c'est qu'il y a un manque de communauté, il y a un manque de connexion, à qui qu'on s'identifie. Puis maintenant, il y a comme les réseaux sociaux et tout, puis c'est comme des fake communities. Je pense qu'il y en a qui sont bien, je ne veux pas me généraliser, mais je pense qu'on peut sentir une certaine... on peut s'identifier à des connexions virtuelles qui n'ont pas de racines, justement, qui ne sont pas enracinées. Ouais. Donc, je me suis dit, une des solutions proactives à tout ce qui se passe sur la planète en ce moment, c'est la communauté. Donc, j'ai parti le Be Human Club, puis c'est un club d'êtres humains qui veulent vraiment être la meilleure version d'eux-mêmes pour pouvoir être au service. C'est un club d'êtres humains qui veulent être entourés de coachs, qui veulent être supportés, challengés, encouragés, euh, qui veulent des tips and tricks sur comment reprendre leur santé en main, sachant que si on s'élève individuellement et collectivement, on va commencer à retrouver des solutions proactives. En anglais, j'adore dire we will reclaim higher ground. Tu sais. Hmm. On va pouvoir avoir une vision plus globale, plus macro, plus méta. On va transcender un peu les circuits primitifs du cerveau qu'on parlait pour reconnecter un peu avec l'intelligence du cœur, tu sais, cette cohérence cardiaque. Puis quand on est deux personnes ou plus qui se réunissent pour le faire, la puissance de ça, c'est exceptionnel. Tu sais. We can do more than we can ask or imagine is possible. Steve, il me disait toujours, on peut toujours faire plus qu'on peut imaginer ou demander, surtout quand on est dans un petit groupe ou un club ou une communauté d'êtres humains. Tu sais. On est plus fort que le profit, que la politique, que tout ça. Les êtres humains, c'est puissant, puis on a un peu oublié ça. Donc, c'est un peu un rappel, le Be Human Club, de la force de l'humanité, de cette connexion-là, de cette interdépendance-là, surtout quand on partage nos pratiques ensemble. Donc, les gens qui ont un intérêt justement pour faire partie de ce mouvement-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent avec toi? Ils vont chercher sur Internet? Ouais, bonne question. Ben, communiquer avec moi, peut-être tu vas partager, mais sinon c'est behuman.club, behuman.club. L'information est là. On a une page Facebook. C'est comme un redémarrage post-pandémie où est-ce qu'on s'est dit, on va aller vers Facebook. C'est là qu'il y a 2 milliards de personnes, je crois. On va essayer d'attirer le plus de monde possible sur cette page-là. Ensuite, on veut amener, moi j'ai un grand réseau de spécialistes incroyables. Là, c'est une de mes mines d'or, on pourrait dire, que j'adore. C'est les gens autour de ce projet-là qui vont vraiment être au service avec des cours de groupe virtuels, en personne. On va faire des retraites, des événements, des expériences, des 5 à 7 au lieu des 5 à 7. On veut redéfinir la célébration, célébrer en santé entre êtres humains, pas nécessairement autour de l'alcool comme célébration, mais autour de la santé, autour des êtres humains qui vivent ensemble. Il est temps qu'on commence à recélébrer l'humanité parce qu'on est vraiment incroyable. Puis je pense que c'est un peu une illusion quand on regarde. C'est pas une illusion, mais si on regarde sur les réseaux sociaux, ça peut être vraiment décourageant. Mais je pense qu'il faut qu'on se rappelle que les solutions sont là, puis ça passe par les êtres humains qui se réunissent ensemble. Ah, tout à fait. Puis pour les gens qui nous écoutent, tu sais, moi, j'ai participé à plusieurs retraites comme participante, mais aussi j'en ai organisé et c'est dur à mettre en mots, mais cette énergie-là, justement, de communauté, comme je dis, il y a toujours quelque chose de magique qui se passe. Justement, on arrive, on est comme en cohérence. Puis ça, bon, les études commencent à le démontrer, hein, comment nos fréquences cardiaques deviennent en cohérence, justement, cette énergie-là. Bref, il y a de la magie qui se crée, puis ça fait du bien. Après ça vient sécréter aussi nos hormones du bonheur et tout ça. Donc, il y a plein de beau à travers ce projet-là. Puis, je présume que c'est bilingue, donc francophone, anglophone. C'est le fun d'avoir ça chez nous aussi parce que
sais, il y en existe comme ça, des plateformes, des communautés, mais c'est ailleurs. Donc, d'avoir quelque chose qui vient de chez nous, je comprends potentiellement avec des experts qui sont un peu partout. Mais d'avoir ça ici, c'est vraiment super. Une super belle mission. Je vois le temps qui file, Scott. Si tu avais... Je sais que tu donnes souvent les Scott tips. Si tu avais des petits trucs, des éléments à partager avec les auditeurs qu'on n'a pas encore parlé, qu'est-ce que ça serait? Dans ma conférence, à la fin, je donne un plan 22 jours de temps, puis justement basé sur le MVP, Minimum Viable Practice. Qu'est-ce que je donne aux gens? C'est 3 fois par jour, 3 respirations conscientes. Donc, ça prend environ 3 minutes sur les 1440 minutes dans une journée. Donc, je ne sais pas c'est quoi ce point 3% de notre journée. Donc, super accessible en termes de temps. C'est 9 respirations sur les 20 000 respirations qu'on prend par jour. On prend quand même 20 000 respirations par jour. C'est surtout 3 moments dans la journée qu'on va se dire, je vais prendre 3 respirations. Il y a de très bonnes chances que la résistance va embarquer un peu ce que je parlais tantôt, le 5-second rule. Donc, on veut que cette résistance-là embarque, mais qu'on prenne action. Donc, 3 fois par jour, c'est un peu des cours de dressage pour le mental qui nous garde dans notre zone de confort. Donc, oui, on a tous les aspects, l'effet secondaire de respirer consciemment. Surtout, ça nous amène dans le moment présent. Il y a une belle danse qui se crée entre le diaphragme et les battements de cœur. Il y a un message qui s'envoie dans tous les systèmes dans notre corps que tout est beau. On n'a pas besoin d'être en mode réaction. Mais surtout, 3 fois par jour, cours de dressage. Un peu le chihuahua, c'est comme sit, heel, c'est moi le maître, c'est pas toi. Donc, si on fait ça sur 22 jours, 66 fois par jour, en 22 jours de temps, on commence à créer un momentum. Puis si possible, après 22 jours, on continue à ajouter à ce MVP-là. OK, peut-être 3 fois 3 respirations, plus 3 jumping jacks, fois 10 jumping jacks, ou peu importe c'est quoi, mais on doit continuer à nourrir ce momentum-là, sinon on va tout perdre. Donc pour moi, un peu, si j'avais un petit Scotty tip, ce serait 3 fois par jour, 3 respirations conscientes. Il n'y a pas de technique, peu importe. C'est le corps sait comment respirer. Il veut juste l'espace, il veut juste l'opportunité pour le faire. C'est super accessible. Fais ça pendant 22 jours de temps. Écris-moi un courriel, puis on trouvera d'autres MVP à faire. Mais puis ensuite, vous allez voir que la santé, ça mène à l'indépendance puis à l'interdépendance, puis ça peut vraiment transformer une vie très rapidement. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je pense que les gens vont possiblement s'en rendre compte quand on parle de santé, il y a cet aspect-là holistique, hein. C'est la santé, qu'est-ce qu'on mange, si on bouge, la santé au niveau de nos pensées, comment on nourrit notre mental et tout ça. Donc, effectivement, chose du coq à l'âne, mais tu as ramené ton chihuahua. Je suis simplement curieuse. Est-ce qu'il y a un nom, ce chihuahua-là? L'as-tu nommé? En fait, je ne l'ai pas renommé. J'ai parlé tantôt du mean, tu sais. Oui. Mais je sais que j'ai transformé un peu de Mean Mother Effer vers Little Scotty. Tu sais, c'était comme juste le petit gars qui voulait, le petit Scott de 3 ans qui voulait une colle. Mais je vais trouver un autre nom pour le petit Chihuahua parce qu'il est pas mal moins mean que je pense. Puis donc, peut-être un nom plus doux puis plus fun. Donc, merci pour cette question. Je vais y passer puis je vais te revenir. Je reviens là-dessus parce qu'une de mes mentors au niveau de l'intuition, qui est Sonia Choquette, qui est quand même bien reconnue dans ce domaine-là, elle parle souvent justement de notre barking dog. Donc, elle nous invite justement à savoir est-ce que c'est un chihuahua, un berger allemand, mais aussi à trouver son nom. Donc, c'est ce qui m'a inspiré la question. Je termine toujours mon podcast, Scott, en posant la même question à mes invités. Donc, tu ne fais pas exception. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Scott pour les prochains mois, prochaines années? Je crois une liberté mentale pour me permettre d'être vraiment encore plus au service de ma mission, au service de le club, la communauté, le Be Human Club, puis au service de ma pratique pour que je puisse vraiment continuer à me présenter quotidiennement au service des gens. Ben, je te le souhaite.
Merci beaucoup pour ta générosité, ton authenticité. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Puis, qui sait, au plaisir peut-être de te recevoir pour parler d'autres sujets parce que je pense qu'on pourrait parler de, de plein de choses ensemble. Merci à toi, puis breathe deep. Merci. OK, ciao.